madame, bonjour. Vous êtes Bonjour. Vanessa Mavila, vous êtes entrepreneur social et militante engagée, originaire de la République du Congo. Vous êtes aussi présidente de la Fondation Eboko. On vous distingue de par votre dévouement pour l'autonomisation de la femme, à l'inclusion sociale et à la durabilité environnementale. Depuis 2018, vous êtes à l'origine de plusieurs activités et initiatives majeures, donc la création d'un village écologique fondé sur l'économie circulaire et la pratique des constructions durables. Aujourd'hui, nous allons parler du projet autour de l'ancien port d'embarquement des esclaves de Luango. Tout à fait. Alors, dites-moi, madame, que représente pour vous ce port, l'ancien port d'embarquement des esclaves de Luango? Alors, l'ancien port d'embarquement des esclaves de Loango est un lieu de mémoire incontournable. Donc, c'est un symbole de souffrance et de résistance, mais il incarne également, selon moi, la mémoire collective des millions d'Africains arrachés à leur terre et envoyés vers un destin tragique, malheureusement. Alors, en quoi ce pont d'embarquement se distingue-t-il des autres sites touristiques? C'est une question quand même assez compliquée, mais je vais essayer d'y répondre quand même. Oui. Alors, je dirais que Luango se distingue par son rôle central dans la traite négrière, mais aussi par sa richesse, des récits locaux et des traditions orales, qui entourent ce lieu. Donc, c'est un espace où se rencontrent histoire, culture et patrimoine immatériel. Alors, le site abrite d'ailleurs le projet Zoudia Banka, c'est bien ça? Mhm. Oui, c'est ça. Alors, et ça voudra dire quoi exactement? Lorsqu'on a créé la Fondation Eboko s'appelle également Zoudia Banka, qui veut dire donc la voix des ancêtres. Donc c'était vraiment, on avait envie de recréer ce contact intergénérationnel qu'on n'a plus comme avant malheureusement. Et donc pour nous, on a vraiment tenu à avoir ce titre de la voix des ancêtres pour pouvoir transmettre le savoir à la jeune génération. Voilà, tout simplement. C'était le projet était en fait de créer l'école des sages, hein, comme on a appelé ça, qui réunirait justement les personnes de 0 à 77 ans, voire plus, où justement on pourrait se retrouver pour transmettre un peu le savoir ancestral en perdition. Alors, quels sont les différents objectifs d'une telle initiative? Alors, les objectifs sont vraiment multiples, hein. L'objectif principal est vraiment de préserver et de valoriser le site de Luango, de sensibiliser les jeunes et les communautés à l'importance du patrimoine, tout en favorisant un échange intergénérationnel, comme je le disais plus haut, autour Oui. de la mémoire de l'esclavage. Donc, on va donc parler de cette relation-là intergénérationnelle, notamment à travers Oui. les réunions avec les anciens et les Mhm. Mongi, je pense. Le Mongi. Mbongi? Voilà. Oui. Dites-nous, quel est donc le rôle de cette relation-là pour la préservation et la transmission de la mémoire historique liée à ce site? Alors, en ce qui concerne le rôle, je voudrais d'abord, avant de vous répondre, je voudrais revenir sur le Mbongi parce que nombreux ne savent pas ce que c'est. Alors, Oui. on pourrait chez nous comparer le Mbongi à l'arbre à palabre que l'on retrouve un peu partout en Afrique, où OK. justement les anciens se retrouvent pour des mariages, pour des décès ou même pour la transmission du savoir. Donc, chez nous, on appelle ce lieu le Mbongi. Donc, D'accord. euh, donc pour le rôle, je dirais que c'est enfin, euh, le Mbongi ou même l'événement hein, en lui-même jouera un rôle clé pour justement transmettre oralement l'histoire et les traditions associées justement au site de Luango. Ça permettrait également aux jeunes générations de mieux comprendre les objectifs justement de la préservation du patrimoine et les inciter justement à préserver la mémoire de ce site en fait. OK, d'accord. Alors, pour moi, la visite de ce site est un rendez-vous avec l'histoire, fortement émotionnel. Donc, dites-moi comment vous arrivez à faire l'immersion. Alors, l'immersion se fera tout simplement à travers des visites guidées du site, accompagnées de récits historiques, d'expositions et d'interactions avec les experts hein, qui viendront d'un peu partout et les communautés locales, ce qui rendra justement l'expérience profondément émotive et mémorielle. Le projet comporte aussi des sessions d'apprentissage des chants traditionnels.
on a décidé de mettre en place cette session parce que les chants traditionnels des esclaves sont une forme de mémoire vivante, hein. C'est des chants qu'on n'entend plus aujourd'hui pour vraiment essayer de se reconnecter au passé et d'essayer vraiment d'être en immersion euh, dans la tradition, je dirais, locale en perdition. Il faut vraiment tenter de se rapprocher des anciens et permettre justement aux gens qui se rendent, aux personnes, enfin les volontaires qui se rendent sur place avec nous, d'apprendre de ces chants et de permettre justement de perpétuer ce patrimoine immatériel. L'idée, c'est aussi de rendre hommage aux ancêtres et de conserver cette mémoire collective. Voilà. Est-ce que sur le terrain, vous constatez une volonté manifeste des différentes parties prenantes? Je dirais oui et non. Parce que bon, c'est vrai on est dans un monde en constante évolution et on a remarqué qu'il y avait de plus en plus de jeunes qui s'identifiaient justement à nos traditions en perdition et il y a de plus en plus de jeunes justement qui s'ouvrent facilement et ont envie justement de participer à l'événement, pouvoir apprendre certaines choses, parce qu'il y en a beaucoup qui se questionnent aussi hein, sur notre histoire, sur le fait de comment les Africains ont pu se laisser voilà, déporter. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a joué en leur défaveur? Enfin, en tout cas, on observe qu'il y a énormément de jeunes qui s'intéressent et qui souhaitent vraiment participer à l'événement. Après, il y a d'autres personnes qui sont un peu plus pessimistes, qui ne savent pas vraiment ce qui va se passer, hein, qui s'interrogent et je pense que faudrait qu'on explique un peu mieux les choses. Mais c'est vrai on a eu quand même pas mal de candidatures des personnes un peu partout dans le monde, notamment des personnes qui ont déjà participé à ce genre de chantier, qui connaissent déjà et qui ont soif de s'enrichir, justement. Et quel est donc votre message à l'endroit de ces jeunes-là qui hésitent encore? Alors, je leur dirais tout simplement que de participer à un tel chantier, c'est s'enrichir, parce qu'on aura autour de nous des experts, on aura des personnalités qui viendront du Bénin, et on sait très bien que le Bénin est très ancré dans la préservation du patrimoine et dans la valorisation surtout. Et je pense que ce serait bien que ces jeunes nous rejoignent pour pouvoir justement bénéficier de ce savoir en perdition, parce qu'il est important quand même de transmettre le flambeau, que les jeunes sachent ce qui s'est passé sur le terrain. C'est vrai qu'on parle beaucoup de tradition orale, mais la tradition orale, il faut la transmettre. Et si les jeunes ne se rapprochent pas des anciens ou des sachants, comme on dit, comment ils feront pour apprendre un peu plus, notamment sur ce lieu emblématique qu'est l'ancien port d'embarquement des esclaves de Luango, à l'image justement de Gorée, à l'image de Ouida. Oui. Là, le gouvernement est en train de construire un musée hein, sur la baie de Luango. Ce serait très intéressant et ce sera d'autant plus passionnant pour les personnes qui s'intéressent justement à la culture et à sa préservation, mais également pour les afro-descendants qui s'interrogent et qui ont envie de revenir justement sur la terre de leurs ancêtres. Est-ce que c'est prétentieux de dire que d'ici 5 ans ou 10 ans, ce projet va s'étendre sur les autres pays de l'Afrique? Non, c'est pas prétentieux, puisque en fait, si vous voulez, ce projet, nous, on a appelé ça l'école des sages, donc Zoudiabanka, la voie des ancêtres, l'école des sages, mais c'est vrai qu'on a été sélectionné par l'UNESCO pour tenir un chantier du patrimoine mondial. L'école des sages existe déjà depuis un moment au sein de la Fondation Eboko, et on aimerait bien aller justement dans d'autres pays pour pouvoir présenter justement l'ancien port d'embarquement des esclaves de Luango et d'apprendre un peu plus sur Ouida, par exemple, sur Gorée et sur bien d'autres sites historiques que l'on retrouve un peu partout en Afrique. Alors, quels sont donc les principaux canaux et outils multimédia utilisés pour atteindre le grand public en ce qui concerne la communication sur le projet? Alors, en ce qui concerne la communication, nous utilisons beaucoup les réseaux sociaux, les campagnes numériques, enfin, les documentaires qu'on n'a pas encore
publié. C'est vrai qu'on a fait un travail en interne, vraiment sur une documentation scientifique. Et c'est vrai que on n'a pas vraiment accentué la communication pour le moment, parce que comme c'est un chantier de volontaires, on a appelé justement les candidats à soumettre leur candidature. Et donc, c'est quelque chose d'un peu restreint pour le moment, qu'on aimerait bien ouvrir un peu plus largement par la suite. Donc voilà, donc le grand public est sensibilisé enfin, à travers justement nos canaux, nos réseaux sociaux. Voilà. Et avec un peu de recul, comment est-ce que vous appréciez tout le travail abattu? Je dirais que je suis plutôt très fière de ce qu'on fait et des membres de la Fondation Eboco, parce que ça fait des années qu'on travaille sur la préservation, la transmission du savoir aussi, parce qu'on a un objectif aussi au sein de la Fondation Eboco, c'est de faire en sorte que l'histoire du continent africain soit enseignée dans les écoles, pas seulement en Afrique mais un peu ailleurs dans le monde, étant donné que nous, on apprend également l'histoire du continent européen. Pourquoi ne pas apprendre également l'histoire du continent africain, valoriser justement ces héros, ces rois qui ont fait de l'Afrique, qui ont en tout cas, comment dire, qui se sont battus justement pour leur terre. Et voilà, il y a une histoire qui est tragique aussi à côté, mais ce serait intéressant que le public apprenne un peu de ces histoires en fait qu'il y a eu sur le continent africain. Alors, donc, Voilà. quels sont donc les prochains défis? Alors, le défi principal est, je dirais, de lutter contre l'érosion côtière qui menace le site. Donc, nous avons la baie de Luango, à la baie de Luango, une érosion, enfin des érosions justement qui sont là depuis un moment. Et, euh, et donc la baie est en danger, hein. La baie est en danger. Nous espérons justement pouvoir pérenniser en tout cas les actions de sensibilisation et de renforcer les partenariats afin d'inscrire, je pense, Loango comme un lieu incontournable de la mémoire et de l'éducation. Et c'est vrai que le défi majeur est vraiment de lutter contre l'érosion côtière qui mine le site. Merci beaucoup, Madame Mavila. Nous sommes pratiquement à la fin de cet entretien. Et pour finir, j'aimerais vous convier à un exercice qui consiste à vous projeter, je sais pas, dans 10 ans ou 15 ans, et de nous dire à quoi ressemble ce site. Alors, déjà, j'imagine déjà le lieu de mémoire, le musée qui est en train d'être construit à la baie de Loango. J'ai vu un peu les prototypes. Ça sera vraiment un lieu magnifique. Et je me dis, dans 10 ans, dans 5 ans, je vois vraiment ce lieu très, très touristique. Pas seulement touristique pour la mémoire, j'irais également écotouristique parce que le lieu est magnifique et qu'il y a des manguiers qui sont plantés tout le temps à cet endroit. Et en plus, en face, on a la mer, même s'il y a des érosions côtières, je me dis que voilà, dans 10 ans, on aura certainement résolu une partie de ce problème et qu'on aura des personnalités qui viendront du monde entier, des afrodescendants qui viendront par milliers et qui s'installeront en République du Congo, simplement pour essayer de se reconnecter avec